mercredi combien? 27? Quelque chose comme ça. 27, on va dire. Je suis sûr que je me trompe encore. Eh bien, aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'étais pas très bien hier. Comme un poids, comme un souci peut-être, une forme de lassitude aussi. C'est possible. Hein. En tous les cas, j'étais pas très en forme. Et ça s'explique peut-être par une forme de lassitude, je dirais. Lassitude devant cette nature humaine qui me laisse perplexe. Quand on évoque le discernement, la bienveillance, la lucidité, et puis aussi l'humilité, qui sont des qualités quand même qui me semblent essentielles pour se déplacer dans ce monde, je vois qu'il y a beaucoup d'arrogance. Il y a des gens, beaucoup d'humains sont arrogants, pensent savoir, pensent tout expliquer. Comme s'ils étaient Dieu eux-mêmes, quoi. Et cette arrogance est insupportable. Des gens qui pensent détenir la vérité. C'est quelque chose. Mais il y en a beaucoup comme ça, qui pensent, tout, bien entendu, être du côté du bon, du bien, toujours. Aucune question. Ils effleurent même pas la question existentielle de la signification de leur incarnation dans ce monde. Non, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Ils ont des paramètres déjà codés en eux et je m'aperçois que ça sert à rien d'une part de discuter. Puis vous avez aussi l'agressivité, la violence gratuite, la méchanceté, le souhait de nuire. Ça aussi, ça m'étonnera toujours, ça. Je ne m'y suis jamais fait. Mais c'est comme ça, hein. C'est un système où on ne peut pas échapper à l'adversité. Il n'y a rien à faire. Quelle que soit la position que vous adoptez, quelle que soit la bienveillance que vous pouvez même vous avoir vis-à-vis des autres, des gens en général, la générosité, etc. Quelle que soit votre position, vous n'échapperez pas à l'adversité. C'est comme ça. Et ça m'interroge beaucoup parce que je ne vois pas, tant que l'humain est animé par cette rage de détruire l'autre, je ne vois pas comment on peut évoluer collectivement. Ne vous inquiétez pas, le son est pas bon, il y a du vent, je le sais. Il fait très beau aujourd'hui, frais mais beau, il y a du soleil, comme vous pouvez le constater. Et ça, c'est agréable. Ça nous permet de nous oxygéner. On va aller dans le bois, il y aura moins de vent, comme toujours. Et ça y est, les feuilles poussent là, ça y est. On voit éclore les feuilles, c'est la nature qui repart. C'est Pâques.
savez, la ressource, cette ressource qui est l'amertume du cœur, je dirais que je l'ai croisé, bien entendu, maintes et maintes fois. C'est comme un ingrédient qui fait partie de notre concept humain. Et quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis dévoué pour essayer de comprendre les mécanismes qui opéraient dans le cas du harcèlement au travail. Le harcèlement moral, c'était mon sujet. Et j'essayais de proposer des alternatives pour échapper ou prévenir le harcèlement moral. C'est une vaste question, vous savez, c'est pas rien d'aborder ces sujets-là. Parce qu'on touche en réalité quelque chose d'autre. Derrière, on touche le propre de la nature humaine qui s'inscrit dans un contexte agressif, de compétition, de se valoriser par rapport à l'autre en le détruisant, en le tuant. C'est inscrit dans la Bible. Caïn et Abel, ça commence comme ça, par le meurtre d'un des deux frères. Et c'est là que c'est donc un sujet essentiel. Vous savez que bien des fois, en étant généreux, en étant bon, les personnes vis-à-vis desquelles j'ai été parfois généreux ou bon, que j'ai fait connaître, ou tout au moins que j'ai essayé d'aider ou de promouvoir, en général, ces gens mystérieusement se retournent contre vous, alors que vous n'avez rien demandé. C'était absolument de votre part gratuit. Eh bien, je me suis aperçu que c'est un peu, vous savez, Jésus, il a soigné, il a passé sa vie publique à soigner les gens, à guérir. Ça a créé une hostilité. Et pourtant, il n'a fait que le bien. Vous voyez comment il a terminé. C'est mystérieux quand même, ces mécanismes qui sont à l'œuvre. Et si on passait par là, si on changeait un peu, il y a peut-être moins de vent par là, on va voir. Peut-être moins de boue, comme il est un peu plus sec là ces derniers temps. Non, il y a du vent par là. C'est pire. Il vaut mieux aller dans le bois parce que sinon vous n'allez rien entendre. Dans le bois, on est à l'abri du vent. C'est reparti. Là, on va pénétrer dans le bois, vous voyez. Et normalement, on est à l'abri du vent. Normalement, théoriquement. Donc, vous pourrez peut-être m'entendre plus distinctement. Ouais, il faut faire de l'exercice aussitôt qu'on a un peu de soleil, ce qui est rarissime, je dirais, dans notre région.
eh bien on perd pas l'occasion de sortir, de s'aérer les poumons, de s'aérer l'esprit. On en a bien besoin. Oui, je pense qu'on n'a pas fini de tergiverser sur l'origine du mal. D'où vient le mal? Et c'est ça qui encombre et ralentit notre progression. On pense que le mal peut être un levier. L'adversaire nous sert de levier. C'est ce que disent certains sages. En réalité, ils disent que finalement l'adversité nous fait progresser. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que dans un duel, dans un combat, on fait des progrès grâce à cette situation d'adversité dans laquelle nous sommes, et c'est l'adversaire qui nous fait progresser techniquement. On ne peut pas dire le contraire. Mais admettons que le principe il est quand même vachement mal pensé, parce qu'on pourrait très bien progresser autrement, en simulant l'adversité. Ce serait déjà mieux. C'est ce qu'on fait dans une compétition sportive, amicale, etc. C'est-à-dire qu'on simule l'adversité, c'est comme un jeu. Là, c'est différent. Mais le problème, c'est que les hommes ne jouent pas. Ils sont réellement et véritablement dans l'adversité. Et cette adversité, elle est de toute nature. Elle prend des formes différentes. Mais elle est là. Elle est intrafamiliale, elle est intracommunautaire. Vous voyez, dans le camp de la droite, de cette droite, etc., des souverainistes, etc., il y a énormément d'adversité entre les différentes chapelles, presque même de la haine, à tel point qu'ils en oublient l'adversaire principal, c'est-à-dire les mondialistes. J'ai remarqué qu'ils se focalisaient sur leurs semblables en termes de haine, mais qu'ils n'arrivaient pas à concevoir que la solidarité et que leur fédération, que le côté fédéral de leur force pouvait leur permettre de gagner cette lutte contre le véritable adversaire, si on met les deux en face, c'est-à-dire le mondialisme et le nationalisme ou souverainisme, on l'appelle comme on veut. Eh bien non, beaucoup de personnes qui sont à droite, qui sont souverains, s'entre-déchirent. Et à l'intérieur même de ces mêmes chapelles, c'est les adhérents qui s'entre-déchirent pour des questions personnelles, de pouvoir. C'est pareil pour les youtubeurs, c'est pareil pour les... Vous avez des youtubeurs qui prétendent servir la bonne cause en étant patriotes, en mettant en avant des valeurs patriotiques, souverainistes, etc., contre la gauche, le wokisme et toutes ces dérives, la mafia, la drogue. Et entre eux, ne se font pas de cadeaux. Il n'y a même pas de solidarité. Je l'ai constaté, il n'y a pas de solidarité. Ils vont être dans un conflit parfois personnel d'ego et s'opposer à celui qui lui est plus proche par bêtise, parce qu'il espère se valoriser par rapport à celui qui défend la même boutique. Il voudrait être le seul, il voudrait faire table rase des autres. C'est un peu ce qui se passe avec les opposants politiques qu'on a actuellement dans le domaine, dans le secteur de la droite et tout. Ils s'entre-déchirent. Et on voit à quel point cette imbécilité, qui se traduit par des divisions, presque des divisions infinies, quoi. Infinies. C'est des divisions qui vont même jusqu'à l'intérieur même de leur groupe et tout ça. Donc il y a des rivalités terribles. Alors évidemment, l'adversaire se nourrit de ça, c'est facile, c'est un régal. L'adversaire, il a en face de lui des gens, des
des soi-disant défendeurs, des combattants, des résistants, des éveillés, comme ils se disent, et ils sont tous divisés. Alors, évidemment, que l'adversaire se réjouit face à cette division. Parce qu'il n'y a pas l'élément fédérateur qui fait qu'on pourrait envisager une communion, une solidarité. Non, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Si on était prêt, ça tomberait de source, ça coulerait de source. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire qu'on n'a pas compris, et ça veut dire que certainement, on n'a pas identifié le véritable danger. Je le vois. Hein, mais il suffit de regarder YouTube, il suffit de regarder les uns et les autres pour s'apercevoir qu'elle est compliquée, cette solidarité. Elle est très très compliquée, mais ça c'est vrai à gauche aussi, hein, c'est vrai dans tous les partis. C'est la nature humaine qui est ainsi faite. Et puis nous les Français, on est costauds, les Gaulois ils sont forts dans la division. C'est ce qui nous a fait perdre la guerre face à César. Alors, certains en tirent les conséquences en disant oui, il n'y a rien à faire dans ce pays, de toute façon on n'y arrivera jamais, donc je me sauve moi-même, je reste discret, je travaille dans mon coin, je fais mes affaires tranquillement, dans l'ombre, pour pas m'attirer des ennuis, et je me prépare rien que pour moi, ma famille, les miens, ma femme, mes enfants. Voilà, c'est ma petite bulle que je défends, puisque le reste, de toute façon, c'est pas possible. C'est légitime de penser comme ça. Il n'y a pas de honte. Puisque, en réalité, s'offrir, se dévouer pour une cause, n'aboutit qu'à des oppositions de la partie même que vous cherchez à défendre et à sauver. C'est le paradoxe. C'est qu'en réalité, quand vous mouillez, quand vous prenez des risques et quand vous prenez parti pour une catégorie de personnes, il est souvent classique que ce sont les personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le chemin, ce sont les personnes à qui vous donnez qui se retournent contre vous. C'est comme ça, c'est mystérieux, ça ne paraît pas cohérent, mais c'est ce que je constate. Et donc, ça, à force de répéter ce type d'expérience, on se dit que non, là, il faut que j'arrête. Il ne faut pas que je continue dans cette logique-là, parce qu'il n'y a aucune raison que je m'inflige des conséquences, que je m'inflige des représailles de gens que je cherche à sauver, à défendre, dont je prends le parti. C'est ce qui nous est arrivé un peu avec les Gilets jaunes. Je vous l'ai toujours dit, personnellement, je n'avais pas de raison de m'investir. Quand je dis personnellement, c'est parce que mes intérêts professionnels et financiers ne me conduisaient absolument pas à m'engager pour les Gilets jaunes. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants, pas de famille. Donc, à la rigueur, après moi, si c'est l'effondrement, ce n'est pas mon souci. Il me reste quoi à vivre? Peut-être pas grand-chose. Donc, pourquoi m'ennuyer, m'embêter, payer? Ça m'a coûté de l'argent pour des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants, qui, eux, ne se sont pas mobilisés, qui restaient chez eux dans leur canapé, je l'ai vécu, et qui même me méprisaient ou nous méprisaient, nous les Gilets jaunes. Et il y a un moment donné où la roue, évidemment, fatalement, elle tourne. On l'a vu avec les agriculteurs, les paysans, qui, à l'époque des Gilets jaunes, très peu sont venus aider, soutenir, et les Gilets jaunes, très très peu. 60% des paysans ont voté Macron. Donc, ils défendaient le système. Et même à la dernière manifestation des paysans, il y avait des représentants syndicaux des paysans qui critiquaient encore les Gilets jaunes, en disant non, je ne veux pas être associé à ces gens-là, avec un mépris terrible, alors qu'ils sont en train de crever la dalle, les paysans. Ils sont en train de crever. Et ils avaient encore, pour certains, du mépris vis-à-vis des Gilets jaunes, qui sont les mêmes, exactement les mêmes. Allez comprendre ça.
Donc fatalement, les gilets jaunes, ils en ont tiré des conséquences. Ils ne se mobilisent plus parce qu'ils ont été lâchés par ceux-là même qu'ils voulaient défendre. Les gilets jaunes voulaient défendre les petits paysans, les petits agriculteurs. Je me souviens, ils voulaient acheter du local, tout ça. On était en train de parler de ça entre nous. Au contraire, ils étaient pour faire la promotion du local et de les défendre et tout ça. Ils comprenaient leurs problèmes. Mais ils recevaient du mépris et de l'indifférence de la part de ceux qui, à l'époque, semblaient ne pas être concernés par la mondialisation. Aujourd'hui, les paysans, les agriculteurs se prennent en pleine gueule ce que dénonçaient les gilets jaunes. Ils se les prennent. Ils vont voir, ça va être radical. C'est-à-dire que les gilets jaunes ont intégré quelque chose. C'est fini. Ils ont compris que le combat était terminé. Mais les agriculteurs, les paysans vont comprendre. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que les gilets jaunes étaient en train de les défendre et que s'ils avaient été rejoints par tous les paysans avec leurs gros tracteurs, leurs grosses machines sur les champs, etc., évidemment, ça aurait changé la donne. Évidemment, il y aurait eu une dissolution de l'Assemblée, il y aurait eu d'autres votes, il y aurait eu en tous les cas quelque chose qui en serait sorti. Et encore, c'est pas sûr, mais au moins, on aurait eu des manifestations beaucoup plus conséquentes. Ils n'ont pas été rejoints. Et puis je ne vous parle pas de tous ceux autour de moi que je connais personnellement, qui sont en grosse difficulté aujourd'hui, qui ont certainement plus de difficultés financières que moi, et qui n'ont pas été avec les Gilets jaunes, qui ne m'ont pas rejoint, alors que je les invitais à me rejoindre. Ils n'ont pas bougé leur cul. Donc, bah oui, aujourd'hui, vous allez vous payer l'électricité, 10, 20, 30%, 40% plus cher, l'essence plus cher, tout plus cher, vous allez perdre votre taf, vous aurez plus de chômage, c'est la cata totale. Ah oui, mais il fallait y penser le jour où les Gilets jaunes s'étaient manifestés, vous voyez, au lieu de vous laver la conscience. Parce qu'à l'époque, beaucoup méprisaient, il y avait beaucoup de mépris. De la part du même milieu social, curieusement. La bourgeoisie, n'en parlons pas, mais je parle du même milieu social. Donc en réalité, vous êtes en train d'aider, de vouloir le bien, de vouloir l'évolution. Vous aimeriez une société plus équitable, où l'homme se réalise, tout ça. Vous portez ça en vous. Mais vous apercevez que aussitôt que vous vous engagez sur cette voie-là, vous avez une myriade d'adversaires qui se manifestent comme si vous alliez déranger en fait leur petite vie, leur tranquillité. Parce qu'en réalité, quand vous apportez ce type de projet, vous dérangez. Vous dérangez parce que finalement, il y a une forme de complaisance à vivre dans cette ambiguïté, dans cette vie sociale où finalement... j'aime bien baiser mon voisin, j'aime bien baiser mon patron, j'aime bien baiser mon collègue, j'aime bien baiser le syndicat, j'aime bien baiser l'État. Il y a cet état d'esprit qui fait que beaucoup se disent moi je tire mon épingle du jeu. Et donc toi tu viens de me déranger avec tes idées utopiques et ça je n'en veux pas. Peut-être que c'est ça, la réelle motivation de toute cette adversité qu'on rencontre quand on est porté par un discours, je dirais, positif pour l'humanité, pour l'homme. Il semble que on n'y arrive pas. Tout le monde se complaît dans une forme d'hypocrisie. Et les religions sont un alibi pour l'hypocrisie. Je parle des religions en général. Elles sont un alibi pour faire nos magouilles, pour faire nos saloperies. Comme ça, on prend une posture religieuse, on se cache derrière la religion et ça nous autorise à faire toutes les saloperies possibles et inimaginables en dessous. Donc on s'accommode avec tout ça. En réalité, il n'est pas étonnant qu'une forme d'antéchrist qui nous gouverne, parce que ça ressemble à ça, une forme d'apocalypse, ce qui correspond un peu à la période dans laquelle on est. C'est pas étonnant que tout cela accouche de cette
de cette monstruosité qu'on est en train de constater tous. C'est pas étonnant. Quand on est habité par ce type d'ambiguïté, c'est-à-dire quand on n'a pas en soi le réel désir que ça change, la réelle ambition de modifier la société, de la changer, de changer son principe, de nous changer, nous humains aussi, de faire notre propre introspection, comme j'en parle à chaque fois, s'introspecter, voir en nous même les racines qui sont à l'origine de ce qu'on désigne comme le mal. Eh bien, tant qu'on n'a pas décortiqué, analysé et réfléchi sur cette question, et c'est pas une question mentale, c'est pas cérébral, c'est une forme d'autre intelligence qui doit prendre le relais, une intelligence pas une intelligence spéculative, une intelligence du cœur, je dirais, une intelligence émotive, une intelligence intuitive, qui nous amène progressivement à décaper les ingrédients qui nous habitent et qui sont parfois liés qui sont liés à notre nature, qui sont liés à des choses extrêmement profondes, extrêmement occultes parfois, oui, qui ne sont pas en tous les cas révélées. Mais ça vaut le coup de faire ce chemin d'introspection pour découvrir l'origine de notre propre malédiction, je dirais. Et ça, je ne sais pas si Jésus-Christ a donné les clés, peut-être qu'il s'agit le grand initiateur, celui qui avait pour ambition de donner des clés, mais en tous les cas, ça ne fonctionne pas. En tous les cas, ça ne fonctionne pas du tout. Tout a été travesti, mal interprété, et du coup, le message, en tous les cas, dans notre espace-temps dans lequel nous sommes, on ne peut que constater l'échec de ce message. Et qu'est-ce qui reste des simagrées, des rituels déconstruits, des rituels quasi, des rituels qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui, en tous les cas, qui en avaient peut-être autrefois encore, qui méritaient qu'on s'y attarde et peut-être qu'on les redécouvre. Mais là, aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Et ce ne sont que des outils de façade, de semblant. Il n'y a plus absolument rien de sacré. Le sacré est la porte qui nous ouvre sur notre monde intérieur. Et donc ce monde intérieur, c'est un labyrinthe dans lequel on peut se perdre, je sais. Mais si on prend ce risque, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on veut déraciner le propre même de cette ambiguïté qui nous habite, nous, humains. C'est ce qui peut nous mener, en tous les cas, à quelque chose d'autre, à une autre nature, à nous faire métamorphoser vers un autre type d'espèce. Mais ce travail, il n'intéresse personne. Ce travail intérieur, il n'intéresse personne. Je fais des séances de yoga, je me fais coacher, je mange bio, mais tout ça, c'est quoi? C'est rien, c'est rien. C'est rien si tu n'as pas commencé par l'essentiel, c'est-à-dire entreprendre le chemin intérieur qui te permet progressivement de nous connaître, nous, humains, collectivement, de découvrir qui nous sommes vraiment et de ne pas vivre sur cette espèce d'illusion qu'est notre avatar dans ce monde. L'avatar, c'est notre physique, c'est notre manière de parler, c'est mon physique, c'est un avatar, mais c'est pas moi, c'est juste l'apparence. Je me suis incarné dans ce corps, dans cette apparence-là, mais certainement qu'il y a d'autres types d'apparences dans lesquelles je serais pu aussi évoluer et vivre. Tout cela ne sont que une farce, une illusion. Et donc, on est obligé d'aller plus loin, de creuser plus loin pour avancer dans cette quête personnelle. Alors évidemment, quand vous êtes sur ce chemin, vous ouvrez des portes et vous posez des questions. C'est sans arrêt des questions. Et plus vous avancez, moins vous êtes arrogant, moins vous prétendez connaître, moins vous prétendez savoir.
c'est le chemin par excellence de l'humilité, c'est-à-dire de celui qui est en posture d'apprendre et qui n'est plus dans cette arrogance de prétendre savoir. Il n'y a rien de pire que de voir des gens qui prétendent savoir. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez rien connaître ni savoir tant que vous n'avez pas expérimenté le seuil de cette porte qui est la découverte de soi. À partir de le moment où vous vous engagez dans ce chemin, vous êtes terrassé par la multitude de mystères et de questions qui viennent s'ajouter les unes aux autres, comme des, vous savez, comme des, on secrète comme ça des strates, comme des strates qui s'ajoutent les unes aux autres et qui finissent par être ce fameux terreau sur lequel vous évoluez comme vous pouvez. Ouais, c'est important surtout pendant la Semaine Sainte, ça me paraît l'occasion idéale pour poser à nouveau les questions fondamentales qui seraient en quelque sorte les fondations même de notre vie personnelle. Si on ne pose pas ces questions fondamentales, nous ne pouvons pas avoir une vie équilibrée, nous ne pouvons pas avoir une structure équilibrée parce qu'elle fait partie des fondations même de l'être. Et si on ignore ces questions-là, on est sur du sable mouvant, on n'est pas sur des fondations solides et costauds. Parce que quand vous expérimentez ça vous solidifie quelque sorte. Vous pouvez bâtir quelque chose sur cette voie-là. Mais gare à ceux qui cherchent à se valoriser et à prétendre savoir. Il n'y a pas à se valoriser. Je vous dis, plus ça va, plus on se pose de questions, et de questions en question. Et une question en ouvre 10, et 10 questions en ouvre 100, etc. Donc vous ouvrez 10 000, des millions de questions. C'est infini les questions. Et donc, à chaque fois, vous progressez par le questionnement. Mais vous ne pouvez pas prétendre savoir, car immédiatement vous êtes un gourou le vrai gourou, c'est celui qui vous dit qu'il ne sait pas et qu'il essaye simplement de faire en sorte d'ouvrir en vous cette porte, ce début amorcé. Le gourou, c'est celui qui vous initie. Le vrai gourou, ce serait celui qui vous initie simplement et qui vous permet d'ouvrir la première porte. Après, chacun vole de ses propres ailes et réalise son propre destin sur cette terre, en tous les cas, ce qu'on appelle cette terre, cet univers. Et ma foi, il s'apercevra vite fait qu'une vie ne suffit pas, évidemment. Une vie, c'est rien, c'est un instant tellement précaire par rapport à l'immensité du mystère que... Alors, vous savez, le fait de se questionner sur l'origine de notre véritable nature n'exclut pas qu'on ne s'investisse pas sur des sujets politiques, sur des sujets d'actualité. Ça ne dispense pas de se battre aussi, concrètement. Ça ne dispense pas. Ça va avec. C'est pour ça que aujourd'hui, je trouve que c'est important de prendre des positions claires et nettes vis-à-vis du conflit qui nous menace, un conflit militaire, un conflit dont je pense peu de personnes mesurent les conséquences, la conséquence qui peut en découdre, parce qu'une fois qu'on aura perdu notre petit confort, nos petites habitudes, notre petite épicerie du coin et tout ça, on s'apercevra que finalement ce qu'on avait, ça nous paraissait être pas grand chose, mais quand on en sera privé, on s'apercevra que c'était beaucoup en fait, d'avoir cette disponibilité là autour de nous, ce petit confort, pouvoir nous chauffer, etc. Tout ça va s'éloigner. Si on rentre dans un conflit militaire, c'est l'apocalypse qui nous attend, et donc des souffrances abominables et terribles. Des êtres auxquels nous sommes attachés vont être malades, vont pas pouvoir se faire soigner. Certains vont avoir certains iront au front, se battre, je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, c'est la guerre, quoi.
Vous avez vu, les Russes, ils vont pas vous faire de cadeaux. Hein. Après avoir été humiliés, comme ils ont été humiliés par notre chef d'État, plus tous les journalistes, la cohorte de journalistes de va-nu-pied, de lèche-cul, qui le servent sur les médias, bah, ils entendent, ils écoutent. Il y a quoi qu'ils deviennent furieux le jour où nous nous retrouverons face à face. Parce que nous les avons du haut de notre wokisme, de notre bêtise et de nos histoires absolument glauques, eh bien, ils vont pas réagir comme vous pensez. Ils vont pas être comme, ils vont pas vous traiter comme vous traitez les terroristes chez nous. Vous avez vu comment ils traitent leurs terroristes. Ils risquent de traiter leurs ennemis de la même manière. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Le fait de réveiller l'animal chez l'autre, ça a énormément de conséquences. On a mal évalué la force de celui qui était en face de nous. On a mal évalué. Et si vous évaluez correctement la force de votre adversaire, vous ajustez votre position par rapport à ça. Ça ne veut pas dire être lâche, mais ça veut dire que vous ne faites pas le petit roquet face à un ours qui peut vous écraser en une patte, pof, comme ça. Et voilà. Bref, je pense qu'on va aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais l'intituler cette vidéo. Je vais parler, peut-être je vais l'intituler l'origine du mal. On va voir, peut-être. On va finir cette promenade tranquillement. Je vous laisse admirer les feuilles qui sont en train d'apparaître là sur les arbres. Et je vous souhaite une bonne soirée.